paramètres principaux conditionnent la qualité et la quantité du dépôt des aérosols dans l'appareil respiratoire, c'est-à-dire les deux choses qui font l'efficacité du traitement. D'abord, la liberté des voies aériennes. J'entends par là que lorsque des bronches sont encombrées de sécrétions, il est pratiquement impossible d'espérer avoir un dépôt efficace d'aérosols, notamment d'antibiotiques. Donc la séance d'aérosols doit suivre la séance de kinésithérapie et pas l'inverse. Le deuxième paramètre, ce sont les générateurs d'aérosols et l'élément important, c'est la granulométrie, c'est-à-dire la taille des particules d'aérosols qui doit être idéalement comprise entre 1 micron et 5 microns. Donc on ne voit pas les particules de médicaments évidemment dans le nuage de l'aérosol. Et le troisième paramètre qui à mon sens est peut-être le plus intéressant parce qu'il est vraiment entre les mains du sujet qui va inhaler, c'est les conditions dans lesquelles se fait l'inhalation. Inhaler un aérosol suppose d'être concentré un petit peu sur ce qu'on fait. Il faut être en position assise, le dos bien droit, et ensuite faire des manœuvres ventilatoires appropriées, c'est-à-dire inhaler profondément, lentement, essayer, si faire se peut, de maintenir une apnée, c'est-à-dire arrêter sa respiration quelques secondes à la fin de cette inspiration lente et profonde, et enfin d'une expiration calme. C'est grâce à cette inspiration profonde et calme que les particules de l'aérosol vont se déposer en grande quantité à l'intérieur du poumon, très profondément dans le poumon, et c'est comme ça que le traitement sera efficace, même si d'ailleurs au terme d'une séance on ne se rend pas forcément compte de la différence de bénéfice entre une inhalation bien faite ou une inhalation mal faite. C'est l'efficacité sur le plus long terme qui permettra de se rendre compte à quel point le respect de ces manœuvres est intéressant pour le patient. Il agit directement sur les bronches. Si on le fait bien, il agit correctement et on a de bons résultats. Il y a deux façons pour un patient d'inhaler l'aérosol. Soit par le nez, en utilisant un masque facial comme celui-ci, soit par la bouche en utilisant un embout buccal. Le masque facial est essentiellement utilisé chez les petits-enfants. Son inconvénient majeur, c'est que le dispositif est fait de telle sorte que le patient inhale par le nez. Chez le petit-enfant, on ne peut pas obtenir d'inhalation buccale, donc on n'a pas le choix, on utilise le masque facial et l'inhalation nasale. Mais il ne faut pas oublier que le nez est fait pour filtrer tout ce qui est inhalé par un sujet. C'est une barrière, une première barrière de protection, et il exerce ce rôle de barrière à l'égard des nuages de médicaments comme à l'égard des nuages de polluants, comme la fumée de cigarette par exemple. Donc une partie importante de l'aérosol va être arrêtée dans le nez sans être entrée dans l'appareil respiratoire, et ça n'est pas idéal. Donc dès que l'enfant est en mesure d'inhaler par la bouche, il faut privilégier l'utilisation d'un embout buccal qui permet comme ça d'éviter ce filtre que représente le nez. Et dans l'idéal, pour permettre à l'enfant d'utiliser au maximum sa faculté d'inhaler par la bouche, on peut même aller jusqu'à utiliser un pince-nez, certainement pas celui-ci bien sûr, parce que vous voyez qu'il est volumineux, encore que beaucoup de patients qui sont atteints de la mucoviscidose connaissent ce type de pince-nez parce qu'ils sont utilisés dans les laboratoires d'exploration fonctionnelle, mais pour l'inhalation au quotidien d'aérosols, on a des petits pince-nez plus pratiques qui permettent de privilégier l'inhalation buccale. Un certain nombre d'arguments plaident d'ailleurs pour l'utilisation systématique de ces pince-nez. Il y a de bonnes raisons de penser que ça améliore le dépôt de l'aérosol dans l'appareil respiratoire et peut-être aussi que ça raccourcit les séances de nébulisation. Il existe différents principes pour la production des aérosols et dans la mucoviscidose, on utilise essentiellement des nébuliseurs qui sont actuellement de deux grands types. Des nébuliseurs ultrasoniques, dont vous avez un exemplaire ici. Vous avez ici trois types de nébuliseurs pneumatiques qui diffèrent entre eux d'une part par le nébuliseur, c'est-à-dire la cuve, et puis en l'occurrence ici l'embout buccal, qui sont différents d'un système à l'autre. Chacun d'entre eux comporte le compresseur qui envoie l'air comprimé et la partie proprement dite nébuliseur, grâce à laquelle l'air comprimé produit le nuage d'aérosol. Le nébuliseur est constitué de 4 parties qu'il faut bien assembler pour qu'il fonctionne bien. La première partie, c'est la cuve de nébulisation dans laquelle on injecte la solution de médicaments à nébuliser. La deuxième partie, c'est ce qu'on pourrait appeler le couvercle qui s'emboîte avec la cuve de nébulisation.
et qui est recouvert de cette partie qui permet d'augmenter la production de l'aérosol au moment de l'inspiration, qu'il faut veiller à bien connecter avec le couvercle de façon à ce qu'il n'y ait pas de fuite, sans quoi la production de l'aérosol est très diminuée. La dernière partie, c'est l'embout buccal qui se connecte ici sur la cuve de nébulisation. Le nébuliseur fonctionne bien à condition d'une part d'être bien connecté et d'autre part d'être tenu en position bien verticale, sans quoi le système se met à crachoter avant même que le nébuliseur soit vidé et alors la production de l'aérosol est très diminuée. Faut te dire, je vais le faire comme ça, après j'irai mieux. Maintenant, regardons et écoutons les conseils pour bien la faire. D'abord, qu'est-ce qu'on fait? Se laver les mains. On se lave les mains quand on revient de l'école. Après la kiné, avant l'aérosol. Oui, avant l'aérosol, très important. Et on se lave les mains aussi avant les repas. Se laver les mains Après les repas. Oui, le plus souvent possible. Allez, mademoiselle, rincez bien. L'antibiotique qui va bien agir là où il faut, dans les poumons. Allez, mademoiselle, bien en bas du réfrigérateur. On va maintenant le mettre dans le nébuliseur. Alors très bien, qui est désinfecté. Alors pour désinfecter le nébuliseur, on fait comment, Lily? On le met dans l'eau. Oui, on le passe sous l'eau. On le lave avec du produit vaisselle, on le rince bien ensuite. Soit on le met ensuite dans le nuque, ou bien on le met dans une solution qui est avec solus stérile, c'est-à-dire un produit de stérilisation à l'eau. Voilà. Alors là, ça c'est pratique. Avec Toby, il suffit de faire comme ça. Et là, on presse. On prend le fil et puis on y va. On va aller faire notre aérosol. Il faut donc sortir le matériel nécessaire pour le soin, qui est donc le produit aérosolisé, ainsi que le kit de nébulisation qui a été précédemment lavé, rincé et décontaminé. La décontamination est très importante puisqu'il y a des études qui ont montré que certains patients s'étaient recontaminés avec le matériel mal nettoyé ou pas du tout nettoyé. Et ce qui est très important, c'est de bien s'assurer que le nébuliseur est bien sec, puisque on le sait, le piocyanique adore tous les milieux humides et toutes les eaux qui stagnent. Avant de sécher les kits de nébulisation, on peut aussi les rincer, mais il est important de ne pas rincer avec l'eau du réseau. Il est préférable d'utiliser de l'eau bouillie pour pouvoir rincer les différents éléments, de façon à ne pas avoir l'odeur ou le goût de chlore dû à la javel ou au comprimé de stérilisation à froid. Alors là, on le fait vraiment profondément pour que ça aille au bout des poumons. Et c'est pour ça que maman est très attentive. Je lui dis de s'asseoir, de se mettre plutôt droite au niveau de la position et d'essayer de garder sa tête droite. Éviter de tourner, de regarder à droite, à gauche, pour que le médicament passe bien dans toutes ses branches. Au début, je disais à Lily, que je lui disais, mais plus profondément, plus profondément. Alors ça la fatiguait. Alors elle m'a dit, écoute maman, je préfère que tu me répètes un mot et comme ça, moi, je sais et je le fais plus profondément. Je la surveille de loin, je reste pas à côté d'elle. Je me mets à la cuisine où je fais ce que j'ai à faire, mais j'ai toujours une oreille. J'entends si elle expire et si elle inspire profondément. Et si elle oublie, de temps en temps ça arrive, je la rappelle à l'ordre. Je lui dis, Romane, respire profondément. Très important d'être droite, parce que si elle n'est pas droite, bon, bien évidemment, ça ne peut pas aller au bout des petites bronches. Hein? Ce qui est très important, parce que là aussi, il faut que ça puisse bien agir. On lui disait, Romane, tiens-toi comme il faut, mets ta tête droite. Et je crois que c'est un petit peu un conditionnement. Ce qui fait que peu de temps après, elle l'a fait naturellement bien. De temps en temps, elle s'avachit un peu, mais elle le fait bien.
Allez, on y va. Grâce à tous ces moments qu'on s'offre toutes les deux là, au travers des aérosols, eh bien, on a fait plein de lectures très très intéressantes. Dans les Cyclades, carrefour de toutes les voies de communication, fut à la fois un des marchés du bassin méditerranéen et l'un des plus riches lieux saints de Grèce. Alors là, par contre, on ne va pas y aller. Hein? Nous, on va aller, parce que là, séduite par Zeus et poursuivie. Sur nous, on va faire ce voyage-là, tu vois. On va aller à Delphes, on va aller... oui, on va monter jusqu'à Delphes, on va même monter un petit peu plus haut. Les parents et le corps médical débordent d'énergie et d'astuces pour que ces moments se passent le mieux possible. Mais il faut garder comme objectif bien faire sa séance d'aérosol thérapie pour qu'elle soit la plus efficace possible. D'abord, il faut rappeler qu'avant de commencer sa séance d'aérosol thérapie, il est impératif de dégager ses bronches par une séance de kinésithérapie. Ensuite, il y a certaines règles à tenir pour aider le produit à aller le plus loin possible dans les bronches sur le site de la maladie. Il y a 4 règles à respecter pour que l'aérosol soit le plus efficace possible. Déjà se tenir bien droit pour avoir une bonne pénétration de l'air dans les poumons. Il faut déjà avoir une bonne position, le dos bien droit, de façon à dégager en fait la cage thoracique et avoir un mouvement ample. Règle numéro 1. La position. Installé à l'endroit choisi, il faut s'asseoir bien droit pour aider le produit à aller le plus loin possible dans les bronches. Si l'on ne se tient pas droit, l'aérosol reste bloqué au fond de la gorge. Il faut tenir le nébuliseur bien droit pour qu'il fonctionne correctement. S'il n'est pas tenu correctement, l'aérosol ne pourra pas être créé. La bouche, les lèvres bien fermées autour de l'embout buccal, de façon à ce qu'il n'y ait pas de fuite sur les côtés. Il faut maintenir la bouche bien fermée autour de l'embout buccal pour que le médicament ne s'échappe pas. Si l'on inspire la bouche mal fermée, la langue dans le nébuliseur, ou si l'on parle en même temps, moins de médicaments ira dans les bronches. Respirer profondément et calmement et bien prendre son temps. Une respiration lente et profonde pour justement permettre d'avoir un courant ventilatoire qui permet justement au produit de descendre bien dans les bronches. Il faut apprendre à amener le médicament le plus loin possible dans les bronches. Il y a une technique à adopter. Il faut inspirer lentement et profondément à un rythme régulier, pas trop rapide. Si elle respire trop rapidement, en faisant un mouvement un peu accéléré, ce qui se passe, il y aura impaction en fait de toutes les petites particules, les petites molécules de produits au niveau de la gorge, au niveau de la glotte. Le traitement de la mucoviscidose, comme celui d'ailleurs de toute autre maladie chronique, pose aux médecins, mais aux patients aussi, bien sûr, le problème de ce que les médecins appellent l'observance. L'observance, c'est la façon dont les patients suivent les prescriptions. Ces séances d'aérosol thérapie, il faut les caser en plus de la kinésithérapie et des autres traitements dans le planning de la journée, et ça n'est pas toujours facile, et il faut admettre l'idée qu'on est à la recherche d'un compromis. Ce compromis, ça consiste d'une part éventuellement à diviser la séance d'aérosol thérapie en 2 périodes de 5 ou 10 minutes au lieu d'une période plus longue qui lasse le patient, et puis aussi ne pas forcément s'arc-bouter sur des horaires et savoir adapter en fonction, par exemple, de l'emploi du temps au collège ou au lycée pour ce qui est des enfants. Un point important également pour privilégier l'observance, c'est d'essayer de ne pas être complètement obnubilé précisément par cette fameuse durée de la séance de nébulisation. Il m'arrive d'entendre quelquefois, ici ou là, dire que la séance de nébulisation doit durer 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. 20 minutes, certainement pas, c'est beaucoup trop long, mais 10 minutes, c'est pas non plus un dogme. Ce qu'il faut, c'est essayer d'être à l'écoute, au sens propre du mot d'ailleurs, du nébuliseur, et ne pas prolonger la séance dès lors qu'on entend une espèce de petit crash
crachotement. Ce petit crachotement signifie que la production de l'aérosol devient pratiquement inefficace et ça ne sert à rien de la prolonger, la séance. Le peu de nuages d'aérosol qui va être produit est pratiquement inefficace et va lasser le patient pour finalement peu de choses. C'est ce qu'on appelle le volume résiduel dans le nébuliseur. On ne peut pas faire en sorte que le nébuliseur soit sec à la fin de la séance et donc ne pas prolonger inutilement les séances. On aurait envie des fois que les médicaments qu'on prenne, les aérosols et les moyens de faire la kiné soient un peu plus rapides, mais tout aussi efficaces bien sûr. Donc ce serait ça qui serait pratique pour le futur.